Bonjour à tous, c'est Zéid, étudiant ingénieur en énergie à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard et fondateur de Zistory. Si tu ne me connais pas encore et que tu ne connais pas Zistory, Zistory c'est une série qui aide les étudiants à s'orienter dans leur scolarité, démystifier les débouchés des études et créer leur propre réseau. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon stage assistant ingénieur dans un bureau d'études à Vinci Énergie. Donc je continue sur ma lancée concernant les stages et on va organiser cette vidéo en 3 temps. Dans un premier temps, je vais te présenter l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage et la taille de l'entreprise et en quoi ça a une importance. Dans un deuxième temps, je vais te présenter mes 2 principales missions pendant ce stage. Et enfin, dans un troisième temps, je te donnerai mon meilleur conseil pour ce stage et pour ton stage assistant ingénieur et je te donnerai mon avis sur ce stage. A tout de suite. Alors, pour vous faire cette présentation, je vais tout simplement m'appuyer sur mon rapport de stage. Les rapports de stage, c'est bien compliqué à faire. Il faut bien que ça nous serve. Donc, moi, ce stage, je l'ai fait dans une entreprise qui faisait environ une 60aine d'employés sur place. Et pendant le stage, on avait en actif environ 4, 5, 6 départements avec de l'informatique industrielle, du génie du procédé, l'installation générale et le génie électrique, là où j'ai réalisé mon stage. J'ai réalisé mon stage en tant qu'assistant, assistant du chef de projet, le chef de projet du département du coup électrique. Et dans ce stage, j'ai réalisé plusieurs missions. La première mission consistait, comme vous le voyez ici, à la modélisation d'une maquette 3D pour des câbles électriques en fosse souterraine. Donc voici l'usine. J'ai dû utiliser donc AutoCAD, alors que j'avais aucune compétence sur AutoCAD, pour modéliser 52 câbles électriques haute et basse tension. Si tu es ingénieur dans le domaine du génie électrique, ça doit te parler. La maquette du client que j'avais à la base pour réaliser cette modélisation était une maquette Navisworks. Navisworks, c'est un viewer, donc ça porte bien son nom. C'est un logiciel de visualisation, tout simplement. Moi, ce que j'ai dû faire pendant ce stage, c'est du coup modéliser 52 câbles électriques qui sont regroupés chacun par groupe de 3, voilà, donc des trèfles de câbles, on appelle ça des tierces de câbles. Et voici ici les dimensions des différents câbles que j'ai utilisés. Voici ici une modélisation de la première contrainte qui était celle du rayon de courbure. Le rayon de courbure, c'est quoi? C'est tout simplement le rayon minimal que doit faire ta tierce de câble ou ton câble tout simplement pour pouvoir changer de direction. Si tu ne respectes pas ce rayon de courbure, eh ben, tout simplement ce qui va se passer, c'est que tu vas imposer des contraintes mécaniques et tu vas rendre ton câble obsolète. Donc on voit ici que les câbles haute tension avaient des rayons de courbure qui étaient bien plus importants que les rayons basse tension. En réalité, ce n'est pas le fait qu'il soit basse ou haute tension qui va changer et faire la différence, mais ça en fait partie. C'est notamment le rayon ou le diamètre nominal du câble qui va imposer cette contrainte. La fosse à câble de longueur 2 mètres de hauteur et 2 mètres de largeur, plus ou moins, avec les différents fourreaux électriques, comme tu peux le voir ici. Moi, comment est-ce que j'ai fait? Tout simplement, quand on est face à ce genre de mission où on n'a aucune compétence, tout simplement, aucune compétence, mis à part les normes électriques de base. Je cite la NFC 1500 pour la basse tension et la NFC 13200 pour la haute tension. Eh bien, on part un peu de zéro. Quand on part un peu de zéro, j'ai essayé un petit peu de me faire une petite méthodologie au fur et à mesure, après avoir commencé à prendre en main le logiciel. En fait, ce que je faisais, c'est que je procédais par étapes. Au début, je démarrais en 2D, je traçais un petit peu le cheminement de mes câbles et ensuite, petit à petit, j'extrudais le volume pour arriver à ce que je voulais. Je ne vais pas vous mentir, ceux qui vont le plus vite, c'est ceux qui ont déjà des modèles de réaliser, à mon avis. Donc plus j'avançais dans ma mission, plus c'était facile et j'allais vite et j'étais fluide dans mes réalisations. L'objectif, bien sûr, en réalisant le cheminement des différents câbles dans cette fosse, c'était de faciliter le tirage de câbles, parce qu'on parle de câbles qui pèsent 15 kg par mètre.
Donc je vous laisse imaginer la tierce de 3 câbles, comme vous pouvez le voir ici. C'est balèze, quoi. C'est balèze, il faut du monde et il ne faut pas se tromper, il faut savoir dans quel ordre on les sort pour pas se retrouver en méli-mélo, et surtout que dans une petite fosse comme ça, on peut pas mettre 50 gars, quoi. Voilà, surtout si c'est des gars costauds, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, ça m'a forcé à utiliser et à apprendre AutoCAD. Ça, c'est hyper important. Ça m'a permis aussi de le mettre sur mon CV, et peu importe sur n'importe quel autre poste sur lequel je vais postuler dans le génie électrique, je sais qu'AutoCAD, c'est un plus. La petite anecdote que je peux vous raconter par rapport à cette mission, c'est tout simplement que mon tuteur, après mon stage, il m'a jamais dit si le tirage de câble, après que j'ai fourni du coup cette maquette, et que j'ai discuté avec le chef de chantier, il m'a jamais dit si le tirage de câble s'était tout simplement bien passé. Donc peut-être qu'un jour je le saurai, mais je sais que c'est quelque chose d'important si jamais je me relance dans une mission dans ce genre dans ma carrière d'ingénieur. On enchaîne avec la deuxième mission. Donc ici je vous mets un petit peu le déroulement du stage, le déroulement réel avec les autres missions que j'ai réalisées. Et maintenant, la deuxième mission sur laquelle on va s'intéresser, c'est mon étude de sélectivité sur une centrale électrique. Donc, c'est une centrale électrique en France, pour ceux qui souhaitent tout simplement s'aider de ce que j'ai fait. Donc, on a des symboles et des schématiques qui sont correspondant aux normes, qui correspondent aux normes françaises, tout simplement. Donc cette mission, elle concernait tout simplement une centrale électrique, comme je vous ai dit juste avant, la centrale gaz de Bouchain en France. Et dans cette mission, j'ai dû effectuer une étude de sélectivité. Donc avant de comprendre ce que c'est que la sélectivité, je vais vous donner l'objectif industriellement de la sélectivité. Donc la sélectivité, c'est ce qui va permettre, on va dire, aux yeux de la maître d'ouvrage d'assurer tout simplement la sécurité des biens et des personnes de l'installation en cas de contrôle, par exemple par des organismes professionnels comme l'APAV, pour ceux qui connaissent. Vous pouvez vous renseigner sinon. Donc la sélectivité, comment ça se passe? Donc là, cette mission, c'était sur de la sélectivité de basse tension, hein, bien à retenir. En termes de normes pour la basse tension, on parlera de la NFC 1500. Et pour vous faire comprendre ce que c'est que la sélectivité, je vais tout simplement utiliser ce schéma électrique avec 3 disjoncteurs et 3 zones. La zone A, B et C. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour assurer la sécurité et la sécurité des personnes et la sûreté des biens, il va falloir que mon élément de sécurité qui est ici est le disjoncteur, et ce qui a concerné la majorité de ma mission, il va bien falloir le dimensionner de manière à ce que s'il y a un défaut de type court-circuit, je ne vais pas évoquer tous les défauts possibles, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais si un défaut intervient sur la partie basse de mon circuit, donc par exemple en zone B, il va falloir que mon disjoncteur du bas déclenche avant le disjoncteur du haut, tout simplement pour assurer la continuité de circulation du courant dans la zone C en bas à droite. Si cette sélectivité est assurée, on parle alors de sélectivité totale. Par contre, si mon disjoncteur est mal dimensionné, donc on prendra un exemple plus en détail sur un tableau avec un graphique, alors on peut parler de sélectivité partielle. Dans ce cas-là, on peut par exemple avoir mon disjoncteur amont et mon disjoncteur aval, donc disjoncteur 1 et 2, qui déclenchent en même temps. Donc la sécurité est toujours assurée, bien sûr, mais la continuité de service de l'installation des circuits électriques à côté ne sera pas assurée, alors qu'ils ne sont pas en défaut et que le défaut concerne seulement la zone B. J'espère que vous comprendrez et que j'ai été clair. Maintenant, si on prend un graphique pour mieux comprendre techniquement ce que j'ai expliqué, mon disjoncteur de la deuxième partie de mon installation, donc en aval, qui est en rouge.
Donc on a deux parties dans notre courbe, la courbe de dimensionnement du disjoncteur, la courbe de déclenchement thermique. Donc quand on parle de déclenchement thermique, je ne vais pas vous refaire toute la physique, mais c'est tout simplement une bilame qui surchauffe et qui ouvre le circuit du disjoncteur et ouvre le circuit tout simplement. Et on a le déclenchement magnétique, donc le déclenchement aussi appelé déclenchement rapide, en cas de court-circuit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, pour comprendre facilement comment savoir si la sélectivité est assurée, on a tout simplement juste à retourner notre graphique. Et en fait, il va falloir que le disjoncteur en amont, donc ici le disjoncteur en bleu, ait une courbe qui soit toujours au-dessus de mon disjoncteur aval, donc le disjoncteur rouge. Ici, on voit clairement que la courbe bleue est bien située au-dessus, donc de ma courbe rouge, comme vous pouvez le voir. Donc dans ce cas-là, on parle de sélectivité totale. Dans le cas où, par exemple, on va avoir la partie thermique qui se chevauche, on va parler de sélectivité partielle, tout simplement, thermique, ou bien de sélectivité partielle magnétique, si c'est la partie du bas. Maintenant, ce que je peux vous apporter par rapport à cette mission, c'est que pour moi, comprendre la sélectivité dans ce genre de mission, elle est très importante. Et plus généralement, surtout si vous êtes dans le domaine de l'électricité ou du génie électrique. Donc, pour vous faire comprendre ça, je vais vous montrer le schéma électrique que j'ai utilisé, tout simplement qui a été le sujet de ma mission. Donc en fait, ce que j'aimerais bien vous faire comprendre, c'est que comprendre comment les organes de sécurité sont dimensionnés et fonctionnent en fonction des différents types de disjoncteurs, on aura aussi des sectionneurs et autres, on va pouvoir avoir une lecture plus facile et plus fluide des schémas électriques dans les installations électriques. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que j'ai remarqué que la plupart des étudiants, et j'en faisais partie, ont du mal à lire les schémas électriques. Je ne sais pas si c'est votre cas, c'est peut-être votre cas. Et en fait, comprendre comment sont installés les différents disjoncteurs et les spécifications de vos disjoncteurs sur votre installation, ça va vous permettre de lire en un coup d'œil et comprendre en un coup d'œil ce qu'il y a en aval de votre installation. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque disjoncteur a un calibre, comme je l'ai dit avant, et on va bien forcément comprendre que si mon calibre est plus grand, c'est que la partie du bas demande plus de jus, tout simplement. Maintenant, on va aussi pouvoir comprendre d'autres choses. On va mettre des disjoncteurs différents en fonction de si on a un alternateur ou encore un circuit plutôt tertiaire avec des départs de type prise électrique ou d'éclairage, ou encore si on a un four à arc. Vous l'avez bien compris, les disjoncteurs sont un peu à la fois les éléments de sécurité, mais aussi les clés vraiment, et j'insiste sur ce mot, de votre installation de distribution électrique. Maintenant, je vous l'avais promis, je termine avec un petit bonus. Ce petit bonus concerne la première mission sur la modélisation 3D. Et en fait, j'aimerais bien vous faire comprendre que dans ce genre de stage, 90% du temps, je l'ai passé en bureau d'études. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, je n'étais pas sur le terrain. En réalité, quand vous faites un stage, il faut bien avoir en tête qu'un stage, c'est très court. Et votre employeur, votre tuteur, excusez-moi, va pas avoir le temps, ou votre employeur, de vous faire passer des habilitations pour aller sur terrain. Donc vous allez beaucoup faire de conception et de développement, mais vous n'allez pas beaucoup voir de terrain. Dans mon cas, j'ai fait 90% de conception et développement et seulement 10% de terrain. Ça m'a bien sûr causé des petites erreurs dans le cadre de ma modélisation 3D. Je peux vous montrer quelques exemples. Si on fait une modélisation sur du génie civil, tout simplement, et qu'on ne voit pas l'endroit où est-ce qu'on fait notre modélisation, on va faire des erreurs bêtes souvent. Donc moi, par exemple, dans mon cas, j'ai fait des erreurs de type faire passer des câbles nus à côté de portes, comme vous pouvez le voir. On n'a pas le droit de faire passer quelqu'un proche, à proximité, donc il y a des distances à respecter, de câbles nus.
Après, il faut des habilitations et surtout si ces câbles-là sont sous tension. Là, bien sûr, on a des dangers. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Et moi, mon avis sur ce stage, c'est surtout qui m'a permis d'intégrer et de me sociabiliser dans une entreprise. Et je pense que c'est hyper important, surtout si vous êtes dans une petite entreprise. Donc moi, il y avait une 60aine d'employés. Et ça va vous permettre, ce genre de mission, notamment de modélisation, de vous intégrer dans l'entreprise plus facilement. Pour moi, un stage réussi, c'est un stage avec un bout de tuteur qui nous accorde un bon suivi. Pour moi, ça fait vraiment la différence. Et aussi, c'est savoir faire comprendre ce qu'on fait et comprendre le travail des autres qui sont autour de nous. Je vous donne un exemple. Moi, pendant mon stage, et c'est ce que je vous conseille de faire et ce que mon tuteur m'a conseillé de faire, c'est de prendre du temps, si vous êtes en avance ou si vous travaillez bien sur votre sujet, pour aller voir ce que font les autres dans votre entreprise. Comme ça, vous pourrez mieux savoir ce que vous aimez, ce que vous aimeriez tester dans vos prochains stages et ce que vous détesterez faire ou éviter de postuler, si ça peut vous aider de postuler dans certaines entreprises ou certains postes. Voilà. Je vous remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir et je suis sûr que ça aidera de nombreux étudiants.